Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité, merci de vos soutiens, parce que je sais que cette nouvelle émission vous passionne. On a reçu beaucoup de courriers, beaucoup de demandes. Le numéro de téléphone que je vous ai donné à la fin de l'émission dernière a provoqué un cataclysme téléphonique chez Nelly Nomal, qui est notre pilier. Donc continuez à appeler, ne vous inquiétez pas. Un petit message pour les jeunes, parce qu'on a eu beaucoup de messages un peu difficiles quand même, des jeunes qui nous disent haro sur tous ces vieux qui pompent les finances pour développer la Martinique. Mais comme vous l'avez compris, c'est 36 heures pour demain, la Martinique 2036. En 2036, vous serez là. Peut-être que beaucoup parmi nous ne seront plus là. Donc c'est les vieux qui travaillent pour les jeunes. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Je voudrais vous présenter mes invités. La thématique principale tourne autour des enjeux environnementaux et du développement durable. Je commencerai par la star de la télé qui vous rappelle les mots de l'environnement régulièrement, Pascal Safache. Le professeur Pascal Safache. Merci d'avoir accepté, Pascal, notre invitation. Avec plaisir. Très bien. Cédric Der. Alors, Cédric Der, je vais vous le présenter plus complètement dans quelques minutes. C'est un chef d'entreprise qui dirige une entreprise qui s'appelle Gazdom. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Eddy, merci à tous. Mike Bernus, autre star du petit écran, parce que je crois qu'il a duré pendant à peu près une centaine d'interviews, depuis qu'il a décidé de s'occuper des sargasses. Donc merci Mike déjà de t'occuper de cette problématique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et j'ai gardé le Terminator pour la fin, Claude Corrosine. Alors lui, il est passé des personnes handicapées au développement durable. Il sait tout faire. Alors tout simplement parce qu'il a reçu la formation, on en parlera tout à l'heure. Claude, consultant en développement durable aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci Monsieur Maréchal de votre accueil. Bon, alors on va se tutoyer, désolé, parce que d'une part, nos téléspectateurs souhaitent que ça soit le plus convivial possible. Donc, sauf si vous insistez pour que je vous voie, je vais vous tutoyer et vous êtes contraint de me tutoyer. Très bien. Alors, ce que je voudrais tout d'abord, c'est rappeler, bien évidemment, le contexte dans lequel cette émission s'inscrit. Comme vous le savez, on a un projet fantastique qui s'appelle Martinique 36 heures pour demain, qui s'articule autour de rendez-vous précis tout au long de l'année 2021. Et l'apothéose, c'est en septembre. Alors, je vais vous rappeler les dates précises, le calendrier, etc. en fin d'émission. C'est en septembre de cette année où tous les efforts, toutes les réflexions qui ont été menées depuis maintenant près d'un an, plus d'un an, vont aboutir notamment à un concert avec Jocelyne Béroir et ses invités, à des réflexions, des ateliers, et puis un challenge, une espèce de concours où vous êtes invités, et si vous le souhaitez, vous êtes même invités à y participer, ou en tout cas au moins à y assister, qui aura lieu en principe à l'hôtel de la Batelière. Mais on vous précisera tout ça au fur et à mesure. Vous savez que vous êtes parti pour une dizaine d'émissions environ, c'est la 4e. Donc, nous accueillons des experts de la thématique développement durable. Et je vais commencer par leur demander, à travers un petit tour de table, de nous dire ce qu'ils font dans la vie. Alors, Claude, on va commencer par toi. Et ensuite, de nous préciser comment ils sont tombés dans le bain des 36 heures pour demain, avec une rencontre probablement haute en couleur avec le professeur Aimé Charles Nicolas. Alors, l'activité. Ton activité, tes passions professionnelles, pour l'instant, on va élargir après, et ensuite les raisons de ta présence dans cette réflexion infernale de 36 heures pour demain. Très bien. Écoutez, l'activité... Ton activité. Oui, je voulais évoquer deux choses en fait. Ouais. L'activité, je voulais d'abord plutôt commencer par l'activité qui va être générée par ce challenge.
D'accord. Parce que- Voilà, j'ai un invité, il me met le truc à l'envers, vous inquiétez pas, je vais remettre. Alors, d'abord, ok. Le challenge et ton intervention. Oui, parce que précisément, c'est ce qui donne du sens à ma présence ici. Donc, je voulais l'introduire de cette manière-là. D'accord. Bon, on ne saura pas ce que tu fais dans la vie. en fait. Oui, oui, je veux le dire, mais justement. Bon, ok, Voilà, on y va. Voilà, je tenais effectivement à introduire les choses de cette manière, parce que justement, c'est pour ensuite faire le lien avec l'activité. D'accord. Donc, j'ai bien entendu l'appel. Alors, c'est un hasard, en fait. Je n'écoute pas souvent la radio, mais ce jour-là, j'étais dans ma voiture tranquillement. J'ai décidé de mettre la radio. Et il y a le professeur Jean-Nicolas qui est interviewé sur une préoccupation qu'il a de pouvoir apporter une contribution pour tenter de régler quelques problèmes qu'il a identifiés au développement du territoire martinique. Tout à fait. Et je suis pas resté insensible à cela en tant que citoyen et personne voulant contribuer à son niveau à faire avancer le développement sur le territoire. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me rapprocher de l'équipe organisatrice. Et c'est comme ça, à nouveau, par hasard, je suis tombé sur une émission justement qui présentait ce projet. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est le moment d'y aller. Et voilà une ouverture pour pouvoir s'engager, pour apporter sa contribution par rapport justement à une expérience professionnelle qui est tout à fait dans le sujet du développement durable, puisque, Edith, tu as évoqué l'accompagnement que j'ai eu sur l'activité, sur l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés. Tout à fait. Il y a un volet social, justement, donc un des piliers du développement durable, précisément. Alors, l'organisme en question s'appelle l'AGFIP, ça remonte à quelques années. Exactement, ce que nous avons... on a eu l'occasion de travailler. Oui, exactement. Et, il s'agissait d'accompagner les entreprises qui ont une obligation d'ailleurs, tout à fait. par un souci d'être en accompagnement des publics en difficulté fragiles, justement en termes d'inclusion sociale et professionnelle. Et d'ailleurs, ça percute très bien avec le volet social du pilier du développement durable. Exact. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est lié à ma formation, justement, sur la protection de l'environnement et du développement durable, sur le volet environnemental. Oui. Et cela m'a donné l'opportunité, justement, de diriger l'agence de la transition écologique d'aujourd'hui, mais qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie sur l'archipel de la Guadeloupe pendant de nombreuses années. Et donc, j'ai développé une expertise sur ces différents sujets, et ce qui légitime, me semble-t-il, ma volonté de travailler à faire avancer ce sujet sur le territoire aujourd'hui de la Martinique, et particulièrement la dimension environnementale. Très bien. Alors, on rappelle quand même que tu as été DGA également environnement à la CACEN, donc la communauté d'agglomération du centre, Fort-de-France, Saint-Joseph, Chelcher, Lamentin. La première base de population de l'île, avec des problèmes multiples et divers. Et aujourd'hui, quand on regarde ton CV, tu es consultant en développement durable, on dit ça comme ça? Oui, effectivement, c'est de l'accompagnement et de l'assistance aux acteurs socio-économiques, puisque effectivement, nous avons à la fois les entreprises qui sont des acteurs majeurs de la prise en charge des sujets environnementaux dans leur processus de production. Ouais. Il y a les collectivités, donc qui est aussi un acteur public déterminant, puisque ce sont les collectivités qui mettent en place l'ensemble des infrastructures et des dispositifs pour faciliter justement le comportement, je dirais, responsable des citoyens. Et puis il y a le citoyen lui-même qui doit être responsable dans sa façon de consommer, de se comporter vis-à-vis de la gestion de ses déchets, et aussi sur la question de l'énergie, la façon de consommer l'électricité, pour faire en sorte que l'ensemble de ces activités soient le moins impactant possible sur notre territoire du point de vue de l'environnement. Très bien. Alors, on passe à... Merci Claude. On passe à Pascal Safache. Toi, tu es le monsieur référence en matière de développement durable et puis, on va dire, de phénomènes géographiques, géologiques, volcaniques, etc. Je ne sais pas ce que les médias feront le jour où tu décideras de ne plus répondre à leurs sollicitations. En tout cas, félicitations, parce que chaque fois que tu es sollicité, tu apportes ta contribution. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Personnellement, je suis donc universitaire, je suis professeur à l'Université des Antilles. J'enseigne à la fois moi j'ai une formation de géographe, mais j'ai aussi une formation en sciences de l'eau.
Mais disons que je suis beaucoup plus spécialisé sur tout ce qui concerne l'aménagement durable des espaces micro-insulaires. Donc l'idée, c'est de comprendre comment aménager, comment organiser de façon raisonnée des activités sur un espace donné. Et notamment les îles. Et notamment les îles, Ouais. et particulièrement sur un espace que j'affectionne particulièrement, l'espace caribéen. Voilà. Donc, bien entendu, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, bon, bien que la Guyane ne soit pas une île, mais ont été donc mes terrains de jeu privilégiés, et puis aussi d'autres îles, bien sûr, de la Caraïbe. L'idée d'intervenir, ou même le choix d'intervenir aux côtés d'Aimé Charles Nicolas, alors on le rappelle ici pour ceux qui débarquent, qui viennent d'arriver, Aimé Charles Nicolas est à l'origine du projet, on va parler de lui en détail dans l'émission, mais pour ceux qui sont habitués, vous le connaissez, vous l'avez déjà repéré, et bien évidemment, il viendra dans l'une des émissions qu'on va programmer. Cette idée, cette volonté d'être à ses côtés, ça vient d'où? En fait, c'est lui qui m'a contacté, pour être tout à fait franc. Lui, comme tous les autres. Donc, il m'a contacté, il m'a présenté un peu son projet en me disant qu'il aurait été intéressant que j'y participe. Et c'est vrai que j'ai adhéré tout de suite parce que l'idée, elle est quand même enthousiasmante, soyons clairs. Tenter de faire évoluer ce pays, de le faire bouger un peu. Et ce pays, soyons honnêtes, il mérite bien qu'on s'intéresse un peu à lui. Moi, j'ai trouvé en plus que ça venait de la société civile. Là, on n'était plus dans une démarche politique. Les politiques ont été mis au rencard, vraiment entre guillemets. Oui, mais l'idée, c'est véritablement que la société civile prenne en charge les problématiques de ce pays et essaye, modestement, mais néanmoins résolument, de les faire bouger. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais quand il est venu te chercher, il t'a attribué quel rôle? Qu'est-ce qu'il t'a collé comme Moi, mission? il m'a juste dit on a vraiment besoin de toi pour les questions environnementales. Ouais. Tu ne peux pas, de toute façon, ne pas être dans le projet. Et c'est vrai qu'au début, j'oserais dire que j'ai fait un peu la coquette, parce que le projet m'intéressait, mais il fallait trouver du temps. Il fallait se dégager du temps pour s'y consacrer. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai un peu traîné les pieds, soyons clairs. Non pas parce que le projet n'était pas intéressant, mais parce que je n'avais pas forcément le temps, du temps à y consacrer. Et puis, il a insisté. Madame Noumal a aussi insisté très, très lourdement, soyons clairs. Ouais. Et non, mais le projet est enthousiasmant. Il faut être honnête, le projet est vraiment enthousiasmant. Et aujourd'hui, moi j'ai fait le compte, il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur ce projet. Ce qui est quand même remarquable pour un projet qui est apolitique, qui se situe en dehors du cadre traditionnel. C'est assez encourageant. Mike Bernus. Alors Mike Bernus, c'est le bonhomme qui récupère vos sargasses, nos sargasses, leurs sargasses, on ne sait plus à qui les attribuer, et qui en fait des produits. Donc il va nous dire, Mike, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est cette histoire de Holdex Environnement? Alors, Holdex Environnement est une entreprise locale que j'ai créée en 2008-2009, qui a pour vocation la revalorisation de certaines matières premières, notamment la biomasse, également les matières premières qui sont issues des sous-produits de la distillation du jus de canne, mais aussi les sous-produits issus de l'industrie avicole. Donc, alors, pour ceux qui nous écoutent, avicole, c'est tout ce qui représente l'élevage de poulets. Voilà, c'est les poulets essentiellement. Alors, non, c'est quoi un sous-produit? Alors, effectivement, tu fais bien d'évoquer ce point-là. Ouais. Grosso modo, nous récupérons effectivement tous les déchets verts, donc caractérisés par l'appellation biomasse. Alors, les déchets verts, pour les gens qui nous écoutent, allons jusqu'au bout. C'est toutes les feuilles, toutes les branches, c'est ça? Tous les troncs, toutes les feuilles qu'on peut retrouver, les tailles qu'on a chez nous. Enfin, dès qu'on débroussaille, on récupère. Exactement, on récupère. Ensuite, il y a, pour la partie distillation de jus de canne, c'est tout ce qui est bagasse de canne, cendre de cheminée et vinasse que nous revalorisons, que nous traitons. Et puis, pour la partie avicole, ce qu'on disait à l'instant, c'est plutôt tout ce qui est fiente de poule pondeuse, j'insiste. Ouais. C'est très important de faire la différenciation. Alors, tu peux nous dire pourquoi? Alors, simplement parce qu'elles ne sont pas alimentées de la même façon et la qualité de la fiente est meilleure en pondeuse qu'en poulet de chair. Ce soir, vous allez découvrir quelque chose. La qualité de la fiente de la poule pondeuse est bien meilleure. Voilà. Alors, évitez de la goûter, de la consommer, mais elle est bien meilleure. Par contre, je connais quelqu'un en bio qu'on a reçu ici,
Michel Larougerie, qui utilise la fiente de poule Oui. comme, on va dire, Tout à fait. adjuvant, mais aussi un peu alimentaire. Hein. Alors, je sais qu'il utilise, il s'est rendu autosuffisant sur ces matières premières-là, même Ouais. si ça reste aussi un client à nous, puisqu'on travaille avec lui. Mais ce qu'il faut comprendre à travers ces différentes matières premières, c'est qu'à travers les produits finis que nous produisons, que nous fabriquons à destination des professionnels Alors, de tu vas nous dire, l'agriculture, ouais. ensuite, tu vas nous dire ce que ce sont ces produits finis. Voilà. Et je te laisse poursuivre. Oui, donc également les amateurs du jardin. Toutes ces matières premières ont été préalablement identifiées dans le cadre d'une production finie avec des spécifications vraiment très, très particulières sur le rôle que va jouer chacune de ces matières premières dans ces productions finies. Bon, alors, sous les poules, on récupère les fientes, mais j'ai cru lire que tu récupérais aussi les coquilles d'œufs, c'est ça? Exactement, tout à fait, parce que encore une fois, ce sont des matières premières qui ont un rôle bien spécifique dans la composition de nos produits, et donc chacune de ces matières occupe un rôle vraiment bien spécifique. Quand on parle effectivement de coquilles d'œufs, on parle de calcium. Ouais. Quand on parle de fiente de poule, on va parler d'azote. Quand on parle de déchets verts, on va parler de matière organique. Quand on parle de bagages de canne, on va parler de rétention d'eau. On va également parler de matière organique. Quand on parle de vinasse, on va parler de potasse. Voilà, c'est tout un ensemble d'éléments qui rentrent dans la composition. Donc, Alors, les produits. Les produits, ce sont simplement... Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu fabriques? Alors, ce sont des amendements organiques à destination... Traduction. Alors, ce sont des fertilisants organiques, amendements C'est organiques... de l'engrais, en fait, c'est ça? C'est pas... C'est une forme d'engrais. C'est une forme d'engrais. Alors, c'est très important, naturel, sans additifs chimiques et 100% agriculture biologique. Alors, ça Donc, sert à quoi? Alors, ça sert à fertiliser simplement les sols, à apporter les éléments qui se sont épuisés, appauvris au fur et à mesure de la mise en place de certaines cultures. Alors, tes clients, c'est qui? Alors, essentiellement aujourd'hui, nos clients, ce sont tous les professionnels de l'agriculture, donc que ce soit planteurs de bananes, planteurs de cannes, maraîchage, arboriculteurs, etc. Et puis, nous avons une déclinaison autre en support de culture, donc tout ce qui est terreau. On a à peu près une vingtaine de produits différents qui font partie de notre gamme. Et ces produits-là s'adressent directement aux amateurs du jardin à travers notre réseau de distribution jardinerie. D'accord. Et également Là, ce sont les grande surface. particuliers, en fait. Là, ce sont les particuliers, exactement. Donc, en fait, c'est une entreprise qui lutte à sa façon contre la détérioration des terres, la pollution Exactement. des terres à travers les produits. C'est exactement ça. Ouais. C'est l'antichlordécone, quoi. Ça pourrait être l'antichlordécone, mais effectivement, ça entraîne un véritable sujet par rapport à cette problématique, mais au-delà de cela aussi, celle des algues sargasses. Bon, alors, on a vu les produits classiques qui existaient avant les sargasses, et les sargasses arrivent, et on fait quoi avec? Eh ben, c'est justement ça. Les sargasses arrivent. Alors, on a eu quand même un peu, on dira le nez fin, quand il y a eu les premiers échouages en 2011. Nous nous sommes intéressés à cette problématique Ouais. pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on aurait pu en faire, comment les transformer. On avait vu ci et là qu'il y avait déjà des entreprises européennes. Alors, ce n'était pas des algues sargasses, mais on avait eu l'équivalent en Bretagne avec les algues vertes. Ouais. Donc, ces problématiques-là est une problématique aujourd'hui qui est récurrente dans certains pays. Et certains producteurs ont pu réussir à trouver des solutions en termes de revalorisation sur les produits tels que ceux que nous proposons. Et donc l'idée pour nous était de savoir qu'est-ce qu'on aurait pu en faire. Donc nous avons travaillé avec nos équipes pendant toutes ces années, jusqu'à ce qu'en 2015, il y ait un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par l'Agence de développement de l'écologie et de la maîtrise de l'environnement, l'ADEME Martinique, pour lequel nous sommes sortis lauréats avec un projet que nous avons pu présenter, qui était un projet qui présentait une solution définitive et exploitable. Donc de ce principe-là, nous avons vraiment embrayé sur cette problématique avec les solutions de revalorisation envisageables. Nous avons pu dessiner les contours de process de production qui sont propres et qui ont été dessinés également par notre entreprise, en collaboration avec des bureaux d'études, bien entendu, Ouais. et d'autres personnes spécialistes dans le domaine. Et écoutez, chemin faisant, il a fallu qu'on passe les différentes strates de l'administration, De la certification, des etc., autorisations. jusqu'à ce qu'en 2018, nous ayons la visite de deux ministres, celui de l'écologie et de la maîtrise, le ministre de l'environnement
et la maîtrise de... Non, c'est l'écologie et la maîtrise de l'environnement, Ouais. pardon, c'était Nicolas Hulot, et également la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Donc, lors de leur visite, ils ont décidé de lancer une étude, l'étude Eco3SAR, pour justement pouvoir faire ressentir la phytotoxicité des algues sargasses à travers des problématiques qui revenaient souvent au travers de ce sujet, l'arsenic inorganique et la chlordécone. Ouais, les fameux métaux lourds, qui Exactement. seraient dangereux pour la santé, etc. Voilà. Et les résultats ont donné quoi? Parce que j'ai cru comprendre que finalement, il n'y en avait pas tant que ça dans une interview que vous aviez donnée. Bah, écoutez, l'étude finale a été rendue publique en janvier 2021 et clairement elle a corroboré toutes les études que nous avions réalisées en interne. Bon, après, il faudrait rentrer peut-être plus dans le détail au niveau des résultats, mais grosso modo, sur l'arsenic inorganique, à travers le process de production que nous avons mis en place, il y avait une disparition de ce dernier en 3-4 jours. Alors, rappelons pour les gens qui nous écoutent que Oui. l'arsenic, il vaut mieux pas le boire parce que c'est un poison, c'est bien ça. C'est ça, exactement. Après, ça dépend comment il est utilisé, mais dans d'autres situations, il peut être considéré comme un... En pharmacie, par exemple. Exactement, tout à Ok. fait. Alors, il y avait l'arsenic et puis il Il y y avait avait... l'arsenic, et puis nous, on avait demandé de rajouter la problématique de la chlordécone, parce Ouais. qu'effectivement, nous avons eu à réaliser des travaux antécédents à l'étude Eco3SAR, et il s'est avéré qu'on avait effectivement pu constater un certain nombre de choses sur la déclaration de la molécule de la chlordécone. Donc, comme cette recherche était dirigée par le CNRS, donc des scientifiques, en tout cas des personnes avisées en la matière, l'idée était effectivement de voir si, pour les expérimentations qui avaient lieu sur notre unité de production, l'ajout d'algues sargasses chlordéconées volontairement pour l'expérimentation, il s'opérait effectivement à travers ce process une dégradation de la chlordécone. Donc c'est effectivement ce qui a pu être Allons essayer de traduire. En fait, Vous étiez capable de, un abaissement du taux, voilà, de réduire le taux. exactement, de chlordécone. Voilà. Très bien. Alors, comment tu as rencontré Aimé Charles Nicolas? Ça vient d'où cette connexion? Alors, pour être en toute franchise, on avait déjà été contacté à plusieurs reprises. Alors là où je rejoins effectivement Monsieur Safache, c'est que c'est quand même une idée qui a le mérite d'exister et qui a tout son sens aujourd'hui. On en prend vraiment conscience à quel point, et Dieu merci, heureusement qu'on a des personnes comme professeur Charles Nicolas pour pouvoir lancer des idées telles que celle-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et au fur et à mesure qu'on a été relancé ou contacté, on a vu effectivement qu'il y avait un intérêt manifeste, et notamment pour nous, à notre niveau, sur la problématique des algues sargasses. Donc c'est lui qui est venu te chercher. Alors, c'est lui qui est venu nous chercher, exactement, parce que je pense qu'ils ont un peu vu quelles étaient les personnes qui pouvaient aujourd'hui en Martinique apporter des solutions à des problématiques vraiment qui sont bien identifiées, avec lesquels, effectivement, il y aurait eu de véritables travaux pour aboutir à des idées futures, en tout cas, pour rendre la Martinique plus désirable, comme il le dit. Et c'est avec grand plaisir qu'à pieds joints, on y va, et on essaie, en tout cas, de faire au mieux pour pouvoir honorer ce grand monsieur qui, à travers cette démarche, pense aux générations futures. Oui, alors on rappelle aux jeunes qui nous ont interpellés que c'est pour eux qu'on bosse, hein, c'est-à-dire ce soir, notamment. Alors, merci Mike. Cédric Der. Alors, Cédric, toi, tu n'es pas dans la sargasse, mais il y a quand même un lien, parce que la sargasse, au bout d'un moment, c'est quoi? C'est du sulfure d'hydrogène, c'est ça? H2S. Donc, c'est un gaz. Et toi, tu es plutôt spécialisé. Tu n'as pas fait que ça dans ta vie, mais tu es plutôt spécialisé et tu as créé une entreprise qui s'appelle Gazdom. Alors, qu'est-ce que vous faites? Exact. On a créé Gazdom en 2015. Ouais. Donc c'est une société qui est 100% martiniquaise, qui est maintenant implantée en Guadeloupe et en Guyane. Nous sommes industriels, donc membres MPI, et nous sommes gaziers. Voilà, donc alors ne pas confondre. C'est quoi un gazier? Justement, je voulais faire la parenthèse parce qu'on n'a pas été nous harceler au téléphone pour avoir des bidons rouges ou des bidons bleus. Donc c'est pas ça du tout. Nous, ce sont les gaz industriels. Donc dans les gaz, vous avez les gaz domestiques qu'on utilise chacun chez soi, et puis vous avez les gaz industriels qui sont généralement des dérivés de l'air, de ce qu'on respire. Donc nous, on fabrique, on distribue, on conditionne des gaz industriels. Dedans, vous allez retrouver l'azote, l'oxygène, le CO2, l'argon, l'hélium.
Donc c'est des gaz, pour parler concrètement, vous pouvez les retrouver, quand vous voyez des ballons s'envoler, ça peut être de l'hélium. Quand vous buvez une bière, vous buvez des petites bulles, c'est du CO2 alimentaire. Quand vous voyez un soudeur attaquer du métal, c'est de l'oxygène et de l'acétylène, etc. Donc ça, c'est notre métier, nous sommes gaziers. Et à côté de ça, on a une autre variété de gaz qui sont les fluides frigorigènes. Donc Alors, c'est quoi? c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Donc les fluides frigorigènes, ce sont des gaz chimiquement créés qui permettent de fabriquer du froid. On a dans la clim qui est au-dessus de nos têtes, et vous avez plein de familles de fluides frigorigènes pour différentes applications dans la chaîne du froid, donc que ce soit pour un climatiseur, un véhicule, une chambre froide, etc. Alors comment on est arrivé à créer Gazlum? Parce que je sens la question arriver. Bah oui. Moi j'ai un passé dans Parce que t'as pas fait. Non, t'étais pas dans le gaz. Hein. Non. Loin de là, justement. Alors, quand je dis je suis dans le gaz, tout le monde rigole. En plus, je m'appelle Der, donc bon, ça aide pas. Donc moi, après le bac, je suis parti, comme de nombreux Martiniquais. Je suis Martiniquais, donc je suis parti en métropole. J'ai fait une grande carrière dans les nouvelles technologies. Ouais. Puis j'ai voulu rentrer en Martinique avec un projet qui ayant du sens. Et on a identifié une cible en Martinique qui sont les fluides frigorigènes usagés. Aujourd'hui, quand vous avez une clim qui fonctionne comme celle dans le studio, elle fonctionne avec un fluide qui circule dedans, qui est en circuit fermé. Mais ce fluide est très très puissant, c'est un très puissant gaz à effet de serre. Une fois qu'il est dans l'atmosphère, donc il y a différentes familles, vous avez les HFC, HCFC, CFC, HFO. Bon, je vais pas c'est pas du développement durable du tout. Ça. Non, c'est pas durable du tout. Et nous, on a voulu créer une filière qui permette de proposer aux acteurs de la filière froid de récupérer ces fluides. Donc là, on a été adossé avec l'ADEME qui nous a accompagnés. À l'époque, c'était le conseil régional aussi. Et ils nous ont aidés à mettre en place cette filière de récupération des fluides frigorigènes pour aider la filière. D'ailleurs, c'est réglementaire, c'est une loi. On doit récupérer les fluides frigorigènes comme un pneu usagé, comme une huile usagée. Sauf que le gaz, c'est incolore, inodore. Donc le problème, c'est qu'il y en a qui le relâchaient dans la nature, évidemment. Alors, je ne vais pas incriminer toute une filière, Non, mais il y a des gens très sérieux. Hein. Ici, on parle de tout. Parce que les gens doivent comprendre, parce que si vous existez, c'est que bien évidemment, avant que vous ayez eu l'idée de récupérer les gaz, on peut se poser la question de savoir où ils allaient. Eh bien, ils allaient dans l'atmosphère. Voilà. Donc maintenant, c'est presque fini, c'est ça? Ah non, pas du tout. Il y a un problème de sensibilisation des professionnels. Bon, il y en a qui le font très bien, d'autres qui le font un peu moins. C'est aussi générationnel. Il y a une prise de conscience entre les jeunes et les moins jeunes de ces gaz qui sont très nocifs pour l'environnement. Donc on a créé cette filière, elle est en place, elle fonctionne. Donc ça, c'est pour le côté environnemental. Maintenant, pour le côté développement durable, on travaille sur une molécule que certains connaissent sûrement autour de l'attaque, qui est l'hydrogène. Ouais. Donc on essaie de travailler, d'avancer avec tous les acteurs publics, nationaux, internationaux, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire sur notre ZNI, donc notre île, pour créer une filière zone non interconnectée. Voilà. Alors, une île non interconnectée électriquement. Au réseau, voilà. Exactement. Ou plein d'autres réseaux aussi. C'est vrai que tu as essayé de m'avoir, mais ça n'a pas marché. Raté. Et donc cette filière hydrogène, on y travaille, on consulte beaucoup de personnes pour essayer de faire en sorte qu'elle soit structurante aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'hydrogène? Plein de choses. L'hydrogène, c'est une petite molécule, c'est la molécule qui est la plus répandue dans l'univers. C'est dans le tableau, je ne sais pas si vous vous rappelez le tableau de Medvedev en cours de chimie. Quand on était en chimie. Voilà, c'est la première, c'est le 1 là, dans l'angle. Donc c'est une molécule qui est très courante, qui malheureusement qu'on ne trouve pas à l'état naturel exploitable sur Terre, donc on est obligé de l'extraire. Mike parlait du H2S, H2S, donc il y a H d'hydrogène, H2O, l'eau, vous avez de l'eau, donc il y a de l'hydrogène aussi. Il y a de l'hydrogène un peu dans beaucoup de choses. La difficulté, c'est pouvoir extraire cet hydrogène-là et pouvoir l'exploiter. C'est un gaz qui est explosif, qui est très volatile, mais nous, en tant qu'industriel gazier, on a la légitimité, on le commercialise déjà, pour pouvoir réussir à le séparer, le stocker, le commercialiser dans différentes applications. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le modèle économique qu'on essaie de trouver. On est sur une île, il y a des problèmes énergétiques. Pour que l'hydrogène soit recevable en tant que tel, il faut qu'il soit vert. Donc un hydrogène vert, c'est quoi? C'est un hydrogène qui est créé à partir de la séparation des molécules de l'eau, à partir d'une source d'énergie verte. De NR. On est obligé de faire du solaire pour créer de l'hydrogène, c'est ça? Alors l'hydrogène, c'est pas une énergie en tant que telle, c'est un vecteur d'énergie. Donc ça permet de stocker de l'énergie, de le transporter, de le véhiculer et d'utiliser à bon escient. Par exemple, on peut utiliser l'hydrogène. On utilise l'hydrogène, par exemple, pour faire marcher des voitures. Alors l'hydrogène, on peut l'utiliser pour faire fonctionner un peu tout. Ariane décolle à l'hydrogène, mais aujourd'hui la principale cible de l'hydrogène, en tout cas à l'échelle européenne, c'est tout ce qui est mobilité lourde.
Donc c'est essentiellement bus, train, camion, avion. Ici, on aura un usage idéal avec le TCSP, par exemple, avec la navette fluviale de Fort-de-France, ça serait super. Donc on peut trouver des usages localement. Maintenant, il faut trouver le bon modèle, etc. Ok. Cédric, le lien avec le professeur. Ah, bonne question. Alors, on a un ami commun. Un jour, il m'appelle, il me dit Cédric, écoute, tu es dynamique, tu as plein d'idées, tu es au taquet, on te voit partout. Et puis j'étais lauréat de plan de relance. On est le premier lauréat de plan de relance Industrie France. Il m'a dit j'ai quelqu'un à te présenter. J'ai dit ok, je veux bien, moi toujours, je ne suis pas avare à rencontrer des gens. Donc il m'a dit c'est un professeur, tu verras. Il a oublié de dire professeur en psychiatrie. Ouais, non, il m'a dit professeur tout court. Il dit il faut que tu le rencontres, viens. Alors je l'ai rencontré et j'ai été séduit par le personnage déjà, parce que quelqu'un qui est très abordable. Et puis on a parlé, et puis on peut parler des jours avec lui. Hein. Il est vraiment brillant. Et il m'a dit voilà mon projet, 36 heures pour la Martinique. Moi, ça faisait un moment que dans ma tête, en tant que Martiniquais, je constate quand même on a des problèmes, hein. Il y a quand même des fractures, il y a des sujets importants, socialement, économiquement, environnementaux. Et je cherchais un peu un fil conducteur à tout ça pour s'appuyer. Ben là, il m'a présenté 36 heures pour la Martinique. Super projet. J'ai dit, banco, je vous suis. Hein. Et puis depuis, il m'a embarqué dans la Yole. Et voilà. Cette fameuse Yole. On y est. Très bien. Alors, messieurs, merci beaucoup. Cette émission s'achève. Non, je plaisante. Alors, là, on va passer à ce qui sera ou serait déjà votre rôle dans l'organisation. Alors, je rappelle que vous êtes des experts et que, vous me corrigez si je me trompe, vous allez accompagner ce projet à différents niveaux. Pascal, aujourd'hui, est-ce qu'on t'a déjà donné ta feuille de route? Est-ce que tu sais, parce que c'est quand même l'essentiel, ce que tu vas faire? Personnellement, je sais qu'on m'a contacté essentiellement parce que, bon, certes, je me suis quand même beaucoup impliqué ces dernières années dans tout ce qui est analyse environnementale, etc. Mais surtout aussi parce que je fais le lien avec la jeune génération, avec les étudiants. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément qui est important parce que, tu l'as rappelé tout à l'heure, on travaille aussi pour la Martinique de demain. On ne travaille pas pour nous. Parce que sinon, ça n'aurait quasiment aucun sens, même si il faut un peu faire bouger les lignes. Ouais. Mais enfin, on le fait surtout pour demain. Et donc, je pense que mon rôle, même si on ne me l'a pas encore définitivement attribué, mais on ne me l'a pas attribué, je le répète, parce que aussi j'ai traîné un peu les pieds, Ouais. voilà. Mais je pense que mon rôle, il est un peu celui-là, c'est-à-dire être celui qui a ce regard quand même assez transversal sur l'environnement, puisque c'est vrai que on parle d'experts, là on a des experts qui sont dans des domaines très pointus, etc. Moi j'ai vraiment une vision environnementale qui est totalement transversale, qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que bon, moi ça va des risques naturels en passant par d'autres aspects, Les ressources, les ressources, l'érosion, la pollution, etc. Le recul du trait de Le côte. recul du trait de côte. Bon, j'ai vraiment une vision qui est quand même assez large, mais je fais surtout le lien avec les étudiants, ceux qui demain reprendront les rênes et, souhaitons-le, auront une vision de ce pays qui sera une vision un peu plus ouverte surtout. Moi j'insiste parce que c'est vrai que l'enfermement est bien, hein, le protectionnisme intellectuel, mental, etc. Ça peut avoir du bon, c'est-à-dire qu'on se sent bien dans une sorte d'entre-soi, etc. Mais je pense que l'ouverture sur le monde, ça n'a pas de prix et c'est surtout, ça permet de se rendre compte que le monde est vaste et que le monde est pluriel. Moi, il y a une chose qui m'a, si je peux me permettre, Oui, il y a une chose qui m'a quand même toujours frappé, c'est que plus on vit sur de petits espaces, et plus on a l'impression que l'espace est gigantesque. Moi, je prends toujours cet exemple avec mes étudiants, je leur dis, mais si je vous dis, par exemple, maintenant, allons à Sainte-Anne, vous me direz, mais on ira jusqu'à Sainte-Anne. Voilà. Mais Sainte-Anne, c'est 35 km de Fort-de-France, quoi. Alors que je prends à nouveau cet exemple, je leur dis, mais vous avez tous entendu parler de Los Angeles. Los Angeles Downtown, le centre-ville de Los Angeles, c'est 110 km. La Martinique fait 70 km de long. Voilà, donc je pense que là, tout est dit. Donc à partir du moment où on a compris cela, on a compris que le monde est vaste. Et donc l'entre-soi, l'enfermement, intellectuellement, ce n'est pas viable. C'est proche de l'échec. Ben, à mon avis, c'est que à mon avis, c'est que c'est déjà un échec. C'est déjà un échec. Bon, on se barre. Le fait de rester dans un cadre qui est un cadre où on est toujours entre nous, sans jamais qu'il y ait d'ouverture. Une forme de prison, en fait. C'est une prison. Ouais. C'est une prison mentale, c'est une prison intellectuelle, c'est une prison à tout niveau. Voilà pourquoi vous avez affaire
à un professeur de psychiatrie. Il est venu nous libérer. Je plaisante. Claude, Oui. est-ce que tu as ta feuille de route? Est-ce qu'on t'a déjà dit, Monsieur Korosine, voilà ce que vous allez faire, voilà où vous allez intervenir, dans quel domaine, etc. Tout à fait. Alors, Justement, issu de l'ADEME, donc, qui est en fait une agence d'expertise, oui. avec effectivement de la méthode méthodologique, sur les aspects méthodologiques, pardon, sur les aspects de poser le débat et surtout la conception des politiques publiques, puisque l'ADEME a un rôle un peu en amont. Alors, on va rappeler quand même ce que c'est, parce que le mot a été prononcé. Il y en a un de nos invités à décliner le sigle. L'ADEME, on est bien d'accord que c'est l'agence gouvernementale, c'est un organisme public Absolument. qui définit ou qui applique les politiques de l'État en matière d'environnement, de développement durable, etc. etc. Absolument. Enfin, je résume. Alors, effectivement, qui donne les outils pour mettre en œuvre. Oui, et qui Voilà, finance. et qui finance également. Ouais. Parce que justement, l'idée, c'est d'accompagner la mise en œuvre et la transformation, d'où justement l'agence de l'évolution et la transition écologique. Cédric, c'est bien toi qui en as parlé, Oui. vous en avez bénéficié. Oui. Tu as travaillé avec eux, Mike. Tout à fait. Ok, alors, ton job dans ce projet 36 heures. Donc, c'est de pouvoir, par rapport justement à toute la réflexion qui va naître de ces rencontres, de pouvoir accompagner de point de vue méthodologique, justement, pour faire évoluer les sujets, donc pour les analyser très en amont en termes de constats et d'éléments de contexte. Donc, alimenter aussi la réflexion avec à la fois des données, si possible, chiffrées pour pouvoir une analyse pertinente et, je dirais, en aval, arriver à des solutions visant une ambition de transformation du territoire. Très bien. Alors, rappelons quand même, pour les gens qui nous écoutent, d'ailleurs, on a eu quelques vocations suite aux 3 premières émissions. Des gens qui se sont inscrits, des gens qui veulent développer des projets. Donc, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des jeunes ou des moins jeunes qui ont un projet qui touche par exemple à des ambitions, des innovations en développement durable, tu feras partie de ce groupe d'experts qui va les accompagner. Parfaitement, c'est exactement ça. Puisqu'il faut, moi, je pense, pour arriver de manière pertinente à des solutions viables et surtout qui ont la capacité d'avoir un impact réel au moindre coût possible, donc à trouver, justement, on évoquait le modèle économique pour que ces projets s'installent dans la durée. Alors, alors ça, c'est un mot barbare que vous retrouvez toutes les 2 minutes, le modèle économique. Alors, oui, moi j'ai ma définition, mais tu as la tienne. En plus, tu as fait une grande école, donc tu vas pouvoir nous la donner. Alors, parce qu'effectivement, il s'agit d'entreprendre, donc d'investir, voilà. et d'avoir une rentabilité économique pour que justement le projet, l'activité perdure. Alors justement, si on parle de développement durable, c'est bien qu'on veut installer les activités sur du long terme avec un impact économique à double titre. À la fois. En fait, l'idée, c'est pas d'investir pour investir, c'est à minima investir pour gagner un peu d'argent pour pouvoir survivre. Donc en fait, le modèle économique, c'est les choix qui vont être faits de commercialisation ou de développement qui vont permettre de gagner de l'argent. En fait. C'est de la création de valeur, de la valeur ajoutée. Il fait exprès. Quand on repart sur des concepts comme ça, parce que tu sais, après, c'est moi qui suis victime des appels. Marajo, ton truc est trop compliqué, etc. Alors, valeur ajoutée. Non, parce qu'il s'agit que les activités génèrent de la disponibilité financière pour que le projet vive. Parce que c'est vrai qu'on peut penser qu'on fait un projet, il y a des subventions publiques. Ouais. Il faut que le projet s'autofinance et que l'activité vive par justement les recettes qui sont générées, parce qu'il y a une vraie utilité économique et publique, parce qu'effectivement, pour qu'un produit soit acheté, il faut qu'il y ait une demande. Donc il faut qu'il y ait de la pertinence économique et donc financière. C'est ça qu'il faut qu'on intègre ça. Je vais l'aider un peu. Tu me dis si je me trompe. Si on fait un produit qui vaut 100, il vaut mieux qu'il ait coûté 80, c'est ça? Et le 20 entre le 80 et le 100, c'est ça la valeur ajoutée. Ouais. Et donc, c'est ce qui on crée de la richesse supplémentaire. Exactement. Je sais que Cédric bout de nous apporter Surtout pas. des éléments complémentaires, mais donc c'est ça ton rôle. Ton rôle, c'est de les accompagner. Alors l'idée, c'est de leur donner une méthodologie, c'est-à-dire
on va dire, des techniques qui permettent d'aller de la conception du projet jusqu'à sa finalisation. C'est bien ça? Absolument. Et puis, de les aider à réussir. Parce que j'ai cru comprendre quand même qu'au-delà de l'expertise et de l'accompagnement, il y aurait quand même des projets qui seraient soutenus pour aller jusqu'au bout. C'est bien ça? Et accompagnés après la création. Oui, parce que justement, j'ai insisté sur la dimension durabilité et viabilité. Parce qu'on a déjà vu des projets qui naissent... Là, on en a deux, là. On a deux exemples de projets. Exactement, qui peuvent avoir une durée de vie courte, malheureusement, parce que justement, on n'a pas anticipé le parcours nécessaire pour garantir la réussite du projet. Et dire garantir la réussite du projet, c'est justement aussi générer de l'activité pour l'emploi. Parce que quand on évoque l'économie solidaire et le développement économique, il y a l'impact social d'une activité industrielle, artisanale ou autre, et il appartient aux acteurs institutionnels ou privés de tout faire pour intégrer les populations qui frappent à la porte de l'activité pour pouvoir être utiles par leur force de travail et par la main-d'œuvre qu'elles sont. On a tendance un tout petit peu à l'oublier. Cédric, ta feuille de route, ton objectif, ce qui t'a été fixé, en quoi peux-tu être utile à ce projet? Déjà, j'ai été gratifié, on m'a traité d'expert. C'était super. Un professeur qui me traite d'expert, c'est très gratifiant. Fabuleux. Non, mais le professeur Aimé Charles-Nicolas a un projet très ambitieux avec la Martinique, 36 heures pour la Martinique. C'est la Martinique de demain, donc on y contribue tous. Il a voulu rassembler une palette de personnes de différents milieux, différents secteurs, différents domaines d'expertise. Donc moi, je dis, écoutez, voici mon domaine sur lequel je peux apporter ma petite pierre à l'édifice. Chacun amène sa petite pierre. Il m'a classifié plus dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. J'ai dit très bien, là au moins je pense que j'ai... Je ne vais pas dire de valeur ajoutée, mais j'ai quelque chose à dire sur le sujet. Et on fera tout pour porter les jeunes et les moins jeunes. Alors, c'était très bien introduit. Là, on travaille avec les jeunes aujourd'hui sont les moins jeunes de demain, en 2036. Et je pense qu'on a tous à apporter quelque chose et que je sais qu'il y a de nombreux projets qui vont émerger de cela. Il y en a qui vont peut-être pas aboutir, il y en a qui vont apporter peut-être un peu plus loin. Et justement, c'est trouver, avec toute cette matière grise, trouver le bon modèle, le bon ajustement pour que ça colle avec ce que la Martinique peut offrir et peut apporter à sa population. De manière concrète, est-ce que tu participes déjà à des réunions, à des ateliers? Est-ce que tu es sollicité? En quoi, aujourd'hui et demain, tu agis? Alors, j'ai participé au dîner de lancement et on m'a sollicité sur plusieurs ateliers thématiques sur lesquels... Tu peux nous donner des exemples parce qu'il y a des gens qui s'interrogent. On leur dit, est-ce que vous voulez participer à des ateliers? Ils disent, mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc? C'est un rassemblement de personnes qui ont un domaine d'expertise commun et qui mettent en commun, sur la table leurs différentes idées, leurs différents témoignages et qui pour essayer de configurer, pour travailler pour quelque chose qui tienne la route et qui soit encore viable, j'insiste sur le terme viabilité, et qui ait l'adoubement de tout le reste de la communauté. Bon, ce sont des ateliers très pratiques, très pragmatiques, factuels. Voilà, il y a telle problématique en Martinique, on les connaît tous les problématiques, mais chacun a son mot à dire. De toute façon, dans quelques minutes, on va aborder les problématiques qui touchent à l'environnement. Alors là, elles sont nombreuses. Non, mais t'inquiète, on va en passer quelques-unes en revue. Donc voilà, c'est parler concrètement de sujets que l'on maîtrise plutôt bien, et pour essayer d'en tirer la quintessence et abonder dans le sens de Martinique 36 heures pour demain, avec une feuille de route très claire et avec des projets concrets qui seront peut-être proposés à des politiques, proposés à des industriels, proposés à des gens issus du milieu social, etc. Donc en fait, là on cherche à la fois à identifier des problèmes et à trouver des solutions. Exactement. Et même à imaginer des choses qui n'existent aujourd'hui. De façon participative. Voilà. Le but, c'est canaliser, parce que ça peut partir en tous les sens, tout le monde a plein d'idées. Moi en premier, c'est canaliser les choses et pouvoir en tirer quelque chose de factuel, de concret. Voilà. C'est ça, je pense, que la volonté du professeur Aimé Charles-Nicolas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais là, on a une feuille de route, on a un peu de temps, mais finalement, 2036, c'est pas si loin.
Et on essaie de tenir ce ce cap. Très bien. Mike, même question. Non. Tu interviens à quel niveau? Est-ce qu'ils viennent te chercher tous les matins en te disant Mike, tu dois nous consacrer 2 heures? Non, à quel niveau tu interviens? Non, c'est pas tout à fait ça. Hein. Pas de feuille de route a priori. Simplement, à travers nos domaines d'expertise, apporter notre contribution, quelle qu'elle soit, sur les problématiques rencontrées que chacun de nous voit tous les jours. Ouais. Et en ayant des idées structurées pour pouvoir justement, comme disait Sébastien Der, Mon frère, ça. ton frère Cédric, pouvoir, apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice, pour justement, bâtir un futur plus apaisé et plus serein en Martinique. Donc ça, c'est, je dirais, la philosophie globale. Mais tu te tiens prêt à l'appel de Nelly Lomal qui te dit Mike, il faut venir dans tel atelier, il faut aller... parce que tu vas probablement être sollicité en septembre. C'est une nécessité. Et je pense que à travers ces demandes et cette association, bon, je suis père de famille, j'ai 2 garçons. Et quand on regarde effectivement l'avenir, il faut bien se dire que voilà, il n'est pas tout rose. Donc si vraiment on peut réussir à apporter une contribution qui permettra de lever un certain nombre de problématiques que nous rencontrons tous les jours en Martinique, je pense que ça peut être que bénéfique pour les générations futures. J'insiste vraiment là-dessus. J'espère qu'elles auront compris ça, mais en tout cas, le job est avant tout dédié à cette jeunesse. Parce que Aimé Charles Nicolas, je vous le rappelle, a 78 ans. Et s'il consacre autant de temps et d'énergie, c'est probablement pas pour lui, mais pour les générations futures. Pascal, si on te demandait d'identifier les 2 ou 3 problématiques environnementales majeures de la Martinique, celles sur lesquelles tu as vraiment envie de tirer la sonnette d'alarme, ce seraient lesquelles? C'est une question qui est importante parce que en Martinique, il y a plein de problèmes environnementaux. Ouais. S'il fallait vraiment définir 2 ou 3 problématiques majeures... Les plus criantes. La pollution, de toute façon, et ça on en parle beaucoup, mais il ne s'agit pas de se focaliser uniquement sur la chlordécone. La pollution... Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Parce que c'est vrai que c'est un mot valise. Hein. On dit la pollution, c'est un concept extrêmement large, mais... Toi qui as justement ce rôle d'observateur, donc suffisamment de prise de recul, le temps de travailler, de lire, d'analyser, est-ce que tu pourrais nous dire, les mecs et les nanas, voilà dans quoi vous êtes, vous vous en rendez pas compte, mais voilà les menaces que vous avez au-dessus de vos têtes? Moi je crois qu'il y a la pollution de l'air est un aspect dont on ne parle pas suffisamment. On parle beaucoup de brume de sable du Sahara, on parle beaucoup de choses comme ça, mais tout à l'heure on évoquait avec Cédric Der, on évoquait tout à l'heure donc le problème de l'hydrogène et tout ce qu'on a dans l'atmosphère. Mais dans la première enveloppe gazeuse dans laquelle nous vivons, la troposphère, il y a plein de polluants que nous respirons en permanence et avec lesquels nous évoluons. Des polluants que nous créons? Le plus souvent que nous créons, oui, bien sûr, qui sont rejetés par l'industrie ou par d'autres... tout simplement par les véhicules. Ou par les animaux. Ou par les animaux, bien sûr. On n'en parle pas du tout, ça. Bien sûr. Mais je prends, moi, juste un exemple. Il y a quelques années, il y a une étude qui a été réalisée sur les polluants qui sont émis par les véhicules au niveau du carrefour de Dillon. Et les taux explosaient. C'était juste impressionnant. C'est-à-dire qu'officiellement, on ne devrait peut-être même pas marcher sans masque, traverser ce carrefour sans masque, tellement la pollution est importante. Et tous les jours, tu vois des gens tout autour de nous et surtout dans les zones urbaines qui courent, qui font leur sport et qui absorbent des quantités incroyables de dioxyde de carbone. Et si ce n'était que du dioxyde de carbone. Alors, donc premièrement, moi je dirais la pollution et particulièrement la pollution de l'air. Bien sûr, si je ne dis pas la pollution des sols, alors c'est sûr que demain je serais un traître, ça c'est sûr. Mais bon, il y a aussi bien sûr la pollution des sols, mais moi je ne souhaite pas me focaliser uniquement sur la chlordécone. La pollution des sols de façon générale. Dans les sols, il y a plein de polluants.
Ouais. Parce qu'on y rejette toutes sortes de choses. Et on n'y rejette pas que de la chlordécone. Quand on fait la vidange de sa voiture de façon un peu sauvage dans la nature, on pollue aussi les sols aux métaux lourds. Dans les huiles de vidange, on retrouve toutes sortes de choses, du mercure, enfin toutes sortes de métaux lourds. La vidange des fosses septiques. La vidange des fosses septiques, bien évidemment. Je précise qu'en Martinique, très souvent, on est tous fiers. On a sa villa, on a une fosse septique, on se dit, bon, ma foi, c'est bon, j'ai tout fait. Moi je suis vertueux. Sauf qu'en réalité, les fosses septiques, en Martinique, C'est une bombe atomique. Le plus souvent, elles ne sont pas conformes parce que dans une fosse septique, vous avez la villa, vous avez la fosse septique, et puis généralement, il devrait y avoir ce qu'on appelle une sorte de champ d'épandage où les eaux clarifiées sont elles-mêmes filtrées, sauf que les parcelles sont soit trop petites ou parce que papa et maman avaient une parcelle de 2000 m², on a 5 enfants, il a fallu faire des petites parcelles et donc on n'a jamais la place qu'il faut pour que la fosse septique fonctionne convenablement. Et les 3/4 des fosses septiques sont pas en norme. Et les 3/4 des fosses septiques mériteraient d'être vues, revisitées, parfois vidangées simplement. Ouais. Bon, donc il y a toute cette pollution des sols qu'il faut prendre en considération. Et donc j'insiste, c'est peut-être la 3e fois que je le dis, mais ça finira peut-être par évoquer certaines choses chez certains. Pas que la chlordécone. Les sols sont pollués, mais pas uniquement par la chlordécone. La chlordécone, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt, tout à fait. Et puis c'est l'arbre aussi qui permet peut-être, qui sert un peu de fond de commerce. D'exutoire. D'exutoire. Je suis désolé, mais à un moment, il faut quand même dire les choses. Il faut avoir l'honnêteté de dire les choses. Ouais. Voilà. C'est clair que... Ne pas se focaliser uniquement sur la chlordécone. Parce que après la chlordécone, il y a eu d'autres pesticides. Bien sûr, mais il suffit de regarder ce qui se passe un peu dans le monde et on voit bien que la chlordécone, c'est un organochloré, un organophosphoré, on est bien d'accord, qui est très nocif, ça, tout le monde est d'accord. Que les sols aient été pollués à la chlordécone, c'est une réalité. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu cette problématique qu'il faut se focaliser uniquement sur cette problématique. Oui. Il faut voir tout ce qui traîne dans les sols et qui ont été apportés par les populations. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Moi, j'ai été choqué, j'aimerais que tu réagisses dessus. J'ai regardé les chiffres d'usage des pesticides. 75% des volumes sont utilisés par les particuliers. Bien évidemment, mais c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur la chlordécone. La chlordécone, c'est un mal que l'on connaît, qui a été étudié scientifiquement, etc. Mais si on prend monsieur et madame tout le monde qui tous les jours, enfin quand je dis tous les jours, beaucoup moins maintenant, mais qui pendant des années ont utilisé toutes sortes de produits chimiques pour amender leur sol, et on parlait tout à l'heure d'amendements qui sont dans le jardin biologiques, mais chacun dans son petit jardin a utilisé toutes sortes de produits qui en réalité sont extrêmement nocifs. Ouais. Donc moi, mon deuxième point, ce serait la pollution des sols. Et ensuite... Et puis le troisième point, c'est, j'ai envie de dire, une problématique environnementale qui est beaucoup plus globale, c'est tout ce qui concerne le changement climatique. Parce que très souvent, quand je parle à des politiques, j'ai un peu le sentiment que quand on parle de changement climatique, tout ça c'est très loin. Ma foi, oui, bon, dans 50 ans, on aura une problématique, ou peut-être dans un siècle. Sauf que le problème, il est déjà là. Moi, alors là, je vais parler de quelque chose que je connais assez bien, parce que c'est quand même ma problématique de recherche depuis un certain nombre d'années. Quand on parle d'élévation du niveau de la mer, en Martinique, au moment où nous parlons, le niveau de la mer s'élève chaque année de 3,5 mm. Alors ça fait sourire tout le monde. 3,5 mm d'élévation, quel est l'impact pour la Martinique? Quand vous avez une côte à falaise, c'est-à-dire que là, ça c'est une falaise, le niveau de la mer est là. Il croît chaque année d'1,5 mm. Impact nul, peanuts. Quand vous avez une côte qui est subhorizontale, comme ça, avec le niveau de la mer est là, la moindre élévation millimétrique du niveau de la mer, ça fait que la mer, elle pénètre à l'intérieur des terres. Et donc, c'est la raison pour laquelle la plage des Salines, elle n'a plus tout à fait la même morphologie qu'il y a 10 ans, que la grande anse du Diamant, elle ne ressemble plus tout à fait à ce qu'elle était dans les années 50. Et quand on construit près de la mer, parce que tout le monde veut avoir une villa les pieds dans l'eau, une villa proche de la mer, ça fait très chic, ça fait très smart d'avoir sa villa les pieds dans l'eau. Sauf que les pieds dans l'eau, bientôt, vous n'aurez même plus besoin de construire des villas près de la mer pour les avoir, parce que la mer, elle viendra à votre rencontre. Dans la ville. Et ça, le problème, c'est que personne ne mesure, ne prend en compte tout ça. Idem, il y a aussi une problématique qui est attenante à tout cela, c'est la problématique des politiques qui sont mises en œuvre sur la zone côtière. Alors, je vais prendre l'exemple de l'Agence des 50 pas géométriques, pour laquelle j'ai vraiment tout le plus grand respect, parce que je trouve que c'est bien d'essayer
trouver des solutions à des populations qui occupent la frange côtière depuis 50 000 parfois, personnes, ouais, quand même. voilà, qui occupent la frange côtière, mais des fois depuis des décennies et des décennies, pour ne pas dire des générations, et qui n'ont même pas de titre de propriété. Donc on essaye de les stabiliser, de leur donner un cadre légal sur la frange côtière. Sauf que cette frange côtière, demain, elle devra être potentiellement déclarée inconstructible, inhabitable, etc. Donc vous voyez, là, il y a quelque chose à trouver entre ce qu'il s'avère nécessaire de faire socialement parlant pour les populations et en même temps ce qu'il s'avère nécessaire de faire dans une vision d'avenir pour protéger les populations, parce qu'on on parle bien de vulnérabilité des populations. Tout à fait. Les réfugiés climatiques, c'est pas une vue de l'esprit, ça existe déjà dans certaines régions du monde. Je rappelle qu'aux États-Unis, dans la partie sud des Keys, donc en Floride, les îles au sud de la Floride, on a déjà évacué en 2019 un îlot qui était occupé par une vingtaine de personnes parce que l'îlot devenait inhabitable en raison de l'élévation du niveau de la mer. C'est du concret, c'est près de chez nous. Hein. Ouais. On ne parle pas de ce qui se passe dans le Pacifique à l'autre bout de la planète, on parle de la partie nord de la Caraïbe. Voilà. Donc il faut bien comprendre que là, le changement climatique, et je ne parle que d'élévation du niveau de la mer, mais je ne parle pas de la puissance, l'augmentation de la puissance des ouragans. On sait très bien, là il y a des modèles qui sont très précis là-dessus. On sait que dans les années à venir, on n'aura pas forcément plus d'ouragans, mais on aura des ouragans beaucoup plus puissants. Voilà, on sait que ces ouragans, alors ça c'est une bonne nouvelle pour la Martinique, passeront un petit peu plus au nord de la Martinique, mais beaucoup plus par exemple sur les îles du nord de la Guadeloupe, etc. Bon, les pollutions risquent d'être aussi beaucoup plus marquées, parce qu'on sait très bien que d'un point de vue sanitaire, on aura une pléthore de bactéries, des bactéries que l'on ne connaît, qui n'affectaient pas la population ces dernières décennies, qui affecteront la population. Bref, le changement climatique pris dans sa globalité, à mon avis, doit être véritablement pris à bras-le-corps, parce que, vous savez, attendre d'avoir la tête collée au mur et de se cogner la tête, c'est peut-être pas la meilleure solution. À mon avis, il faut anticiper. Ou les pieds dans l'eau. Ou les pieds dans l'eau. Mais c'est, j'allais dire, peut-être le propre des politiques. C'est peut-être à des gens comme vous, dans 36 heures pour la Martinique, de profiter de ce projet pour véritablement à la fois tirer la sonnette d'alarme, ça c'est clair, mais également proposer des projets. Alors c'est pour ça que je viens à Cédric. Aujourd'hui, ton regard sur ton île, ton pays, est-ce qu'il met en exergue, est-ce qu'il fait un focus sur des problématiques environnementales que tu souhaites dénoncer, mettre en avant, un peu à l'image de ce que vient de faire Pascal? Écoutez, moi j'ai 4 filles, j'ai la chance d'avoir 4 filles, et... il y en a un qui a 2 garçons, toi tu as 4 filles. Ouais, ouais. C'est pas mon copain. Moi je constate qu'on a tous à domicile et au-dessus de nos têtes une bombe climatique. Là, dans la clim qui est au-dessus de ta tête, et dit... tu as quelques kilos de réfrigérant qui circulent pour faire le froid et qu'on soit à l'aise dans le studio. D'accord ? Ouais. Il suffit qu'il y ait 1 kilo, un seul petit kilo. Demain, il y a un micro-séisme, une fracture du circuit frigorifique, et ce kilo s'échappe dans l'atmosphère. C'est équivalent de 40 000 km en automobile. C'est que 1 kilo, c'est un tour de la planète en automobile en équivalent CO2. C'est impressionnant. Et des kilos, il y en a des tonnes. Mais dans ta chambre, tu as un climatiseur, dans ton bureau, tu as un climatiseur. Dans la bagnole. Dans ta voiture, tu as 800 grammes, entre 800 grammes et 1 kilo. Ouais. Tu fais un accident, ton circuit, tu as 1 kilo qui est parti. Tu as 40 000 km d'équivalent tonnes. Alors expliquons ça aux gens, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient compris l'analogie. En matière de pollution, 1 kilo d'air. 1 kilo de réfrigérant. Voilà, issu de climatiseur. C'est l'équivalent. Pollue autant qu'une voiture qui fait 40 000 km. Exactement, en équivalent CO2. Ouais. Voilà. C'est terrifiant ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Sauf que personne n'en a conscience parce que tu as déjà demandé un fruit de risque qui vient chez toi. À mon avis, Pascal a déjà mis une couche là, tu vois. Et là, couche supplémentaire, les mecs ils vont zapper, ils ne vont pas regarder l'émission jusqu'au bout. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à clair. Non mais, ok, ça à mon avis, c'est la nouvelle. La nouvelle mauvaise nouvelle. Tu sais combien de clims sont vendus par an en Martinique ? Entre 20 et 30 000 clims par an vendus en Martinique. Par an vendus. Donc imagine le parc installé. Ouais. Dans ta voiture, dans ta chambre, dans ton bureau. Dans les écoles.
dans les écoles, dans les supermarchés, j'en parle même pas, les hôpitaux, partout. Ouais. On est dans un pays chaud, Ouais. donc la chaîne du froid, il faut qu'elle soit maîtrisée. Donc la chaîne du froid, c'est pas seulement le confort d'un véhicule, c'est aussi la chambre froide, c'est le camion frigorifique, c'est le reefer pour les bananes, etc. Donc tout ça, on est entouré de fluides frigorigènes qui sont très nocifs pour l'environnement, j'insiste, qui sont des gaz à effet de serre très puissants. Voilà, donc ça, c'est la première chose à dire. Mais est-ce que les hommes politiques, les femmes politiques, sont conscients de ça? Est-ce que ce message-là, par exemple, tu arrives à le faire passer? Est-ce qu'il est relayé par les médias? En tout cas, moi, je suis très honnête, je ne suis pas sûr d'avoir parlé de ça dans une émission. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait des pubs sur les bus où vous voyez une femme recouverte d'huile de vidange. Oui. C'est l'ADEME qui avait fait cette campagne pour marquer un peu les esprits en disant il y a beaucoup de vidanges sauvages, tout le monde dans son garage fait sa vidange et puis il balance ça au sol. Le problème de l'huile de vidange, c'est que cette huile, elle est visible, on voit la nappe qui est huileuse, Ouais. enfin, On voit ça dans les caniveaux, on voit ça dans les rivières, ça se voit. voilà, ça se voit. Ouais. Le problème du gaz, c'est incolore dedans. Ouais. Donc même si ta clim est percée, sauf que tu vas sentir qu'il fera moins frais, tu ne verras pas ce polluant évacué dans l'atmosphère. Donc c'est ça le problème. Donc l'ADEME est parfaitement informée, ils en sont conscients. Certaines personnes des services environnementaux de nos régions en sont conscients, mais il faudrait je ne suis pas du tout dans le monde politique, je pense que tu es mieux placé que moi pour le savoir. Je pense que c'est un message à faire passer qu'une huile de vidange, c'est aussi polluant qu'un pneu usé et qu'un kilo de réfrigérant dans sa clim. Alors, allons être un tout petit peu pédagogue. Ce kilo qui s'en va, en quoi il menace l'humanité? Alors, suivant les différents types de réfrigérants, tu as soit des gaz à effet de serre. Alors, expliquez ce que c'est. L'effet de serre? Ouais. Je pense que le professeur est mieux placé pour moi pour le parler, mais en l'effet de serre. 2 mots, quoi. Tu as je vais laisser au professeur passer. Allez, il Pascal. sera peut-être plus pédagogique que moi. Un petit cours rapide Non, l'effet et de- gratuit. Et gratuit. Rappelez-vous, c'est gratuit. Bon. Alors, s'il est gratuit, je vais essayer d'être vraiment pédagogue. Non, allez, l'effet de serre, en fait, c'est quoi? En fait, l'effet de serre, tout d'abord, il faut savoir que c'est un phénomène naturel Ouais. à l'origine. C'est-à-dire que la Terre, et si nous vivons sur Terre, c'est parce qu'il y a un effet de serre. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus de notre tête une enveloppe gazeuse qui maintient une certaine température sur Terre. Et sur Terre, la température moyenne, elle est d'à peu près 15 degrés. Voilà. Et, Pour et ça qu'on permet puisse vivre. pour qu'on puisse vivre. L'effet de Sinon, serre, c'est ça. Sinon, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette enveloppe, S'il n'y avait pas cette enveloppe, de Ouais. toute façon, et s'il n'y avait pas le mécanisme normal de météo, sur lequel on ne va pas revenir, la température, on estime que dans les zones chaudes, elle serait d'à peu près 25 degrés plus élevée, donc Ouais. on sera à peu près en moyenne à une cinquantaine de degrés, et dans les zones froides, elle serait à peu près plus basse, d'à peu près une trentaine de degrés. Donc on est voilà. mort. Donc, On est mort. sans effet de serre, de toute façon, la vie ne serait quasiment pas possible sur Terre. D'accord. Donc l'effet de serre est un phénomène naturel. Maintenant, l'homme, par les polluants qu'il a rejetés dans l'atmosphère. Alors au départ, c'était après la première révolution industrielle dans les années 1860, il a rejeté essentiellement du CO2. Et puis chemin faisant, l'industrie s'affinant, il a rejeté dans l'atmosphère des gaz qui étaient beaucoup plus sophistiqués, protoxyde d'azote, monoxyde de soufre, etc. Résultat des courses, tous ces polluants, comme le disait mon voisin, tous ces polluants, ils sont incolores, on ne les voit pas, mais ils sont bien là. Et ils forment une sorte de couvercle homogène autour de la Terre. Donc tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Le Soleil, il émet des rayonnements. Ces rayonnements, lorsqu'ils arrivent au sol, ils sont absorbés par le sol, transformés en chaleur, parce que je rappelle quand même que le Soleil, il émet des rayonnements, il n'émet pas forcément de la chaleur, des rayonnements, et ces rayonnements, pour certains, se transforment en chaleur, quand ils sont absorbés par un corps. Donc quand les rayonnements arrivent au sol, ils sont transformés en chaleur, et cette chaleur s'élève, c'est ce qu'on appelle la déperdition radiative. Quand cette chaleur s'élève, normalement, son rôle, c'est de se diffuser dans la haute atmosphère, sauf qu'en raison des polluants, cette chaleur, elle est bloquée par ce couvercle de polluants et la température sur Terre s'élève. C'est ça l'effet de serre. Donc aujourd'hui, en raison des polluants que l'on rejette quotidiennement dans l'atmosphère, on a une température moyenne des basses couches de l'atmosphère qui s'élève et on peut maintenant la mesurer. On sait qu'au cours du siècle qui vient de s'écouler, la température moyenne des basses couches de l'atmosphère a cru d'environ 1 degré. Alors ça fait rire tout le monde quand on dit 1 degré d'élévation. Sauf que ce petit degré d'élévation, il nous a mis dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire tout ce dont on parle depuis des décennies, L'élévation du niveau de la mer,
dégradation au niveau de la mer, fonte. fonte des glaces polaires, disparition de la banquise, les glaciers de haute montagne, etc. qui disparaissent, ben c'est ça. Et ce que disait Cédric à l'instant, c'est tout à fait exact. Les gaz que l'on retrouve dans les climatiseurs, la climatisation de façon générale, personne n'en parle. Mais ce sont en effet des bombes à retardement parce que si on libérait tous ces gaz d'un coup, la situation deviendrait juste catastrophique. D'accord. On passerait de 1 à 5 degrés. On ne serait plus là. Et on ne serait plus là. Alors, au-delà de ces... Parce que là, tu prêches pour ta chapelle et je comprends. Je veux dire que tu tires vraiment la sonnette d'alarme, notre chapelle, mais tu es spécialiste du domaine. Est-ce qu'il y a d'autres choses, quand tu sors de ton précaré, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te font exploser? Je vais revenir un peu sur la pollution de l'air. Quand je suis dans mon véhicule sur la rocade, Madiner a installé, vous avez tous vu, des capteurs et puis surtout des affichages qui disent pollution de l'air avec tel degré de pollution. Et plus le temps passe, et plus on voit des niveaux 10, c'est-à-dire le niveau maximum de pollution de l'air. Et moi, je suis seul dans ma voiture. La personne qui est à côté de moi est seule dans sa voiture, celle qui est devant est seule dans la voiture. Et on est dans l'embouteillage. Et tu connais les problèmes de l'embouteillage en Martinique. C'est que de 7h à 9h, tout est bloqué en Martinique. Ouais. Et chacun est seul dans sa voiture. Donc il y a déjà un niveau, un taux d'équipement véhicule qui est énorme en Martinique. Et chaque véhicule émet, que ce soit par la moteur thermique ou par les freins ou par les pneus, beaucoup de déchets dans l'atmosphère. Et moi je prêche, c'est un sujet qui m'est... On rejoint un peu l'hydrogène, la décarbonation. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, décarboner la mobilité. On peut décarboner beaucoup de choses, on peut décarboner l'industrie, on peut décarboner les transports, mais moi je vais décarboner la mobilité terrestre. C'est quoi ? C'est réussir à insuffler peut-être un peu plus de véhicules électriques, bien que le véhicule électrique soit pas non plus neutre en termes d'émissions. Parce que bon, désolé de vous interrompre, mais on est bien d'accord que si on devait passer tous les véhicules électriques, tous les véhicules thermiques aujourd'hui en électrique, ce serait pas possible. Déjà, la production électrique, parce que ce serait avec du fuel, puisqu'on n'est pas encore complètement décarboné dans la production électrique, ça ne suffirait même pas à nourrir tous les véhicules. Exact. Bon. Alors, il faut trouver un mix. Là aussi, il faut être pragmatique. Moi, je parle plus de la mobilité lourde. Quand tu vas voir un habitant de Saint-Pierre... Ça veut dire quoi, la mobilité lourde ? Alors, quand tu vas voir un habitant de Saint-Pierre qui, toute la journée, voit des poids lourds traverser sa commune... 800 passages dans une journée. Ah bah tu vois. 800 passages. Et qu'est-ce que ça impacte ? Ça impacte du bruit, donc la pollution sonore, la pollution atmosphérique, et puis tous les désagréments. Dans une Saint-Pierre, il n'y a pas de rocade. Saint-Pierre, c'est tout petit, il faut traverser. Et ben moi, je dis, voilà, tout ce qui serait mobilité lourde, donc les camions, les bus, les transports en commun, engins TP, engins agricoles, TCSP, bateaux. Et bientôt Airbus travaille sur des avions aussi à hydrogène, c'est réussir à trouver une solution pour décarboner ces engins où l'électricité atteint ses limites. C'est que si demain tu vas avoir un bus électrique, le poids de la batterie représenterait à peu près la moitié du poids du véhicule. Ouais. En hydrogène, on n'y est pas. Alors l'hydrogène ne s'adapte pas ou peu aux petits véhicules, la mobilité légère, auto, moto, vélo, petite citadine, mais la mobilité lourde, on y est. Alors, il n'y a pas que l'hydrogène, il y a le bio-GNV, il y a plein d'alternatives. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les technologies avançantes, on peut réussir en Martinique à être un labo et pourquoi pas développer cette filière. Et cette filière, quand je dis filière, c'est une filière structurée. C'est une filière avec de l'emploi, chercher des moyens de faire entrevenir nos techniciens, nos ingénieurs en Martinique. Et voilà, on ne va pas créer une centrale nucléaire, on va créer une filière hydrogène, par exemple. Mais là, c'est des décisions politiques, on est bien d'accord. C'est pas le privé qui va décider de... Une filière hydrogène ne peut être portée que par une volonté politique à la base. Ouais. Tous les projets hydrogène... La Martinique est le seul département de France à ne pas avoir de projet hydrogène structuré. Je mets de côté la pile à combustible de la Sarah, qui est un projet privé. Il faut que tous les projets hydrogène soient portés par un écosystème territorial. C'est le moment, on est en pleine campagne électorale, donc cette émission est fondamentale. Je te donne un scoop, il y a plusieurs candidats qui m'ont approché pour que je leur parle de l'hydrogène. Ah, tu m'as fait peur. Je croyais que tu t'avais approché pour que tu sois sur une liste. Non, surtout pas. Je vais rester dans mon rôle d'industriel et de Martiniquais. Qui m'ont dit, et d'ailleurs, si vous regardez un peu, c'est amusant parce que je commence à recevoir dans ma boîte aux lettres les professions de foi. Les professions de foi des candidats. On voit hydrogène par-ci, on voit décarbonation par-là. Donc, c'est intéressant. Voilà, il y a peut-être une prise de conscience. Voilà. Je ne dis pas qu'elle soit que électorale, mais... Et les 36 heures pour demain, à mon avis, vont probablement travailler ça. Alors, Mike,
tu prends ton petit déjeuner le matin, tu réfléchis et tu dis il y a des choses qui ne vont pas en matière d'environnement. Oui. Et, Alors, et quoi? alors, plus précisément, hein, dans notre domaine d'expertise encore, il y a 3 problématiques majeures sur lesquelles nous travaillons quotidiennement. C'est la dégradation et l'appauvrissement des sols, le piégeage du dioxyde de carbone. Et Alors rappelons ce que c'est, ce fameux dioxyde de carbone. Tout le monde en parle. C'est quoi? Alors, Je ne vais pas faire appel à Pascal. Alors, dans notre cas, je vais d'abord expliquer notre configuration au niveau de l'agriculture. Est-ce qu'on peut dire que le dioxyde de carbone, c'est ce qu'on appelait, nous, sur les bancs de l'école, le gaz carbonique? C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bon, je pense que ça va dire quelque chose aux gens. C'est ce qu'on trouve dans le champagne et dans les bières et dans les boissons Le, gazeuses. Hein, le c'est gaz la même chose. carbonique, voilà. C'est parce qu'on en vend. Donc, Voilà. Mais ok. au fait, au départ, donc, vous avez un sol. Sur ce sol, il y a des plantes. Ces plantes vont absorber une partie du dioxyde de carbone dans l'air par la photosynthèse. Donc, et ça va redescendre directement sur la couche superficielle du sol. Et c'est à travers la matière organique présente que sera stocké justement ce dioxyde de carbone, à travers l'action des micro-organismes, des bactéries, des champignons qui font la composition du sol. Quand je parle de piégeage de carbone, effectivement, avec l'avènement de l'industrialisation agricole, il y a eu des pratiques culturelles qui ont été menées. Ça ne concerne pas que la Martinique, puisqu'on est sur une problématique d'ordre mondial. Et donc cette mécanisation, les labos, un certain nombre de pratiques qui ont été mises en place ont eu à libérer tout ce dioxyde de carbone, qui est, je crois, la deuxième pollution au dioxyde de carbone après les énergies fossiles. Donc tout ce qui est production de pétrole, tout ce qui est utilisation de véhicules... Donc Mike, tu es en train de nous dire que Exactement. l'agriculture est le deuxième poste de pollution mondiale en dioxyde de carbone. C'est ça, exactement. Alors, Bon, je vous ai dit que cette émission est extraordinaire. Ce soir, on a des scoops, mais toutes les 30 secondes. Je te laisse continuer. alors, quand vous avez, avec ça, jumelé à la dégradation des sols, c'est-à-dire donc les micro-organismes qui font la richesse du sol et qui permettent justement à ce dioxyde de carbone de ne pas se libérer, ben, vous imaginez l'état dans lequel on peut se retrouver sur l'impact environnemental. Alors, en clair, moins de bactéries, moins de vers de terre. Exactement, moins de micro-organismes, d'organismes. moins de champignons Ouais. endémiques du sol qui font donc justement la richesse d'un sol et qu'on pourrait comparer à celui d'un sol de forêt sur lequel on n'a jamais eu aucune activité humaine, si on peut dire ça ainsi. Mais aussi, l'autre problématique, c'est par rapport à cela, comment revitaliser les sols. Donc c'est une problématique aussi parce que il y a une multitude, le monde du sol est infiniment petit, ce sont des quantités de bactéries, de micro-organismes qui sont considérables. Et ben justement, on a œuvré quotidiennement avec la mise en place des produits que nous avons pu créer à partir de la revalorisation des matières premières que j'ai énumérées tout à l'heure, à pouvoir redonner justement tous ces micro-organismes, toute cette matière organique, tout cet humus au sol lié justement à ces pratiques culturelles. Alors, on va être clair, il y a de très gros efforts qui ont été faits aujourd'hui dans l'agriculture en Martinique, comparativement à ce qui se fait dans d'autres pays dans le reste du monde. En Amérique centrale, par exemple. Par exemple, même dans certaines îles, Saint-Domingue par exemple, où dernièrement j'ai entendu dire effectivement que certains produits qui étaient autorisés en agriculture biologique dans la culture de la banane étaient interdits en agriculture conventionnelle en Martinique pour la banane. Donc on voit bien à quel niveau on est rendu à ce niveau-là. Et donc, c'est tout un sujet, parce que quand on regarde aujourd'hui l'évolution de la population en 2050, c'est quand même 9,7 milliards d'habitants. Il va falloir les nourrir. Il va falloir les nourrir qualitativement et quantitativement, tout en respectant l'exploitation de nos sols. Donc là, ce sont vraiment des problématiques très importantes. Et quotidiennement, comme je le disais, nous, on s'attelle à apporter les solutions pour les agriculteurs. Alors, c'est très important parce qu'au-delà aussi de l'enrichissement des sols, il faut quand même réussir à rendre ces produits attractifs. Donc on revient effectivement à ce que disait au modèle économique. Pour la simple et unique raison, c'est que l'agriculture n'est pas un métier facile, surtout en Martinique. On est soumis à des aléas climatiques très importants. Il suffit qu'il y ait un peu de sécheresse, il suffit qu'il y ait un cyclone, il suffit que, voilà, pour différentes raisons, ils peuvent être affectés plus la partie directement, biologique. plus la partie biologique. Et alors, si vous voulez,
comment dirais-je, en rajoutant ces produits-là, donc on vient contribuer à l'enrichissement du sol avec donc l'apport de micro-organismes qui vont se développer et ainsi une productivité qui va croître. Mais pour que cette productivité puisse croître, l'agriculture aussi a un prix déterminant à mettre, qui ne va pas engager un prix déconnant pour déshabiller Paul pour couvrir sa pierre. Alors, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir un raisonnement quand même logique et économique. Et c'est tout là le challenge, en tout cas, qui nous anime régulièrement sur ces problématiques. Et on fait en sorte de pouvoir répondre à ces attentes-là. En termes de piégeage du carbone, c'est très simple. C'est le fait de rajouter ces produits, effectivement, qui permettent aux micro-organismes de retrouver toute la force nécessaire pour pouvoir retravailler convenablement. Ce qu'il faut se dire, c'est que les micro-organismes vont se nourrir donc, de la matière organique qu'on retrouvera naturellement dans nos produits et qui, par leurs actions et leur travail quotidien, va la transformer en matière minérale qui sera la nourriture de la plante. Donc on constate bien la chaîne et l'écosystème qui se met en place pour que tout ça puisse se tenir et évoluer convenablement. Ça, c'est la solution. Est-ce que tu disais dès le départ, j'ai trois signaux d'alarme, les deux autres très rapidement? Alors, il y a la revitalisation, c'est-à-dire qu'il faut réussir très simple. On travaille sur de nouvelles problématiques. On a énuméré la chlordécone, c'est une problématique qui nous anime également. Mais aussi, comment réussir demain matin, pourquoi pas, à créer des micro-organismes endémiques, spécifiques, qui sont reconnus pour une certaine attraction pour des variétés de plantes particulières. Les identifier, les cultiver, les réensemencer, par exemple. Ce sont des choses qui demain nous parlent. Alors aujourd'hui, il y a quand même des avancées très importantes qui ont été faites. Au niveau de la Martinique et du sol de la Martinique, parce qu'on a l'avantage quand même d'être sur un climat tropical, nous avons quand même une richesse en termes de réserves de biodiversité, ouais, qui est incroyable. Donc je pense qu'on a quand même certaines choses en plus et ça a le mérite de s'attarder dessus et de travailler pour mettre ça en exemple. Elle n'est pas en danger, cette biodiversité. Écoutez... Pascal frémit déjà. Il a la réponse. Hein. Oui, elle est en danger. Non, mais toi qui es au contact... Il faut qu'on soit acteur simplement de notre avenir. Et aujourd'hui, à travers les discours que nous avons, à mon niveau, avec ce que je fais en tant que Martiniquais pour l'île, et puis peut-être aussi pour d'autres personnes, on contribue directement, et c'est ce qu'il faut mettre dans la tête des gens, c'est-à-dire que à la préservation, et c'est chacune de nos actions au quotidien qui va faire la différence. Claude, on va finir par toi sur ce tour d'horizon totalement dramatique. Mais bon, on a vu qu'il y avait quand même des pistes. Quand tu regardes ton pays, quels sont les signaux d'alarme que tu souhaites déclencher en matière d'environnement? Alors justement, je voulais revenir sur la façon dont j'ai introduit l'émission et ma prise de parole, parce que je voulais pointer du doigt très rapidement la préoccupation que j'ai sur le volet humain et social. Ouais. Et parce que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes. Exactement. Ouais. Voilà. Et je crois que quand j'ai voulu parler de l'activité que pourrait générer ce projet, c'est parce que je pense et je suis fondamentalement convaincu qu'il faut créer de l'activité pour occuper et mettre en activité, donc en emploi, nos jeunes. Bon, de toute façon, on est bien d'accord, Claude. Oui. On est bien d'accord que Cédric, ni Mike n'auraient d'activité si la problématique générale, c'est global, hein, du développement durable, de l'énergie, des énergies renouvelables, du recyclage des gaz, etc., n'existait. On est bien d'accord que c'est déjà la preuve que dans ces domaines-là, il y a des possibilités de création d'emplois. Et il y a des marges de progrès, mais à une allure très rapide, si justement on prend le temps de bien poser les problématiques, donc les maîtriser techniquement, et ensuite de les dérouler justement selon de la méthode avec ce souci de créer des entreprises viables. Parce que précisément, il y a de la richesse à créer dans la gestion des déchets qui me semble être précisément le vecteur le plus transversal de la problématique du développement durable. Parce qu'on retrouve à la fois, évidemment, la question environnementale, puisqu'on sait les dégâts que provoque sur notre cadre de vie
lorsqu'on abandonne un véhicule d'un côté, lorsqu'on jette sa batterie de l'autre, son vieux climatiseur qu'on a balancé dans la rivière ou autre. On connaît l'impact sur la santé, sur l'environnement et sur justement la perte d'attractivité du territoire. Et d'ailleurs, on voit souvent des vidéos qui circulent parce qu'un touriste... D'où justement l'implication justement d'associations. Donc c'est l'occasion de rendre hommage à ceux qui travaillent sur le terrain pour aller régulièrement collecter des déchets dans la nature et autres. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est justement la valorisation économique par la création d'activités. Et quand on regarde la question de la gestion durable des déchets, il y a une hiérarchie du traitement des déchets. Donc, il y a tout un volet prévention, donc c'est éviter de créer du déchet. Ouais. Donc ça, c'est un élément majeur. D'ailleurs, on entend souvent la formule « le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas ». Ça a du sens. Donc travailler à faire en sorte que nous consommateurs, nous ayons des comportements éco-responsables par rapport à ce sujet. Deuxième axe de travail, c'est tout ce qui est le réemploi. C'est-à-dire, j'ai des vêtements, les enfants ont grandi, au lieu de le mettre à la poubelle, voilà, il y a la cousine, le cousin à qui peut une deuxième vie. La deuxième mère. Exactement, une seconde vie donc, à ce vêtement. Donc on est dans des dispositifs là aussi de collecte et ensuite de distribution, de vente, voire justement, il y a les boutiques qui se créent, des recycleries justement. Il y a toute une industrie du portable de seconde main qui se crée et qui crée des centaines d'emplois. Complètement, exactement. Lorsqu'on déroule tous les flux de déchets, donc tous les produits que l'on consomme, on voit bien la démultiplication d'activités qui peuvent être générées. Et l'autre aspect, donc je reviens à, j'ai envie de dire, mon sujet majeur, qui est l'être humain, comment on occupe les personnes pour qu'elles puissent vivre dignement sur ce territoire. Ouais. Et là, justement, d'où mon implication par rapport justement au projet, de pouvoir aider à créer de l'activité et surtout des entreprises qui s'inscrivent dans la durée, à une capacité de grossir. Parce que c'est vrai, ce qu'il faudrait éviter à certains égards, c'est qu'on ait une multiplicité de petites structures ici et là. Alors, évidemment, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant pour absorber la demande d'emploi. On connaît le taux d'emploi dans ce territoire. Le réflexe classique quand on fait une analyse de la démographie des entreprises, c'est que chacun crée son emploi. Mais à terme, on sait bien que ce n'est pas viable. C'est d'abord l'entreprise qui crée de l'emploi qui perdure. Exactement. Alors réponds à ma question quand même, parce que c'est bien gentil de me rappeler que le facteur humain est fondamental. Quand tu ouvres tes fenêtres, quand tu circules, sur quoi tu souhaites mettre l'accent, tirer la sonnette d'alarme? Alors j'ai quand même déjà évoqué l'aspect des déchets qu'on retrouve dans la nature. Oui. Je crois que le moment est venu pour se dire qu'on peut effectivement avoir un territoire où le recyclage est envisageable. Alors, certaines structures existent, mais il y a eu beaucoup d'efforts. Exactement. Je regarde des photos de la Martinique de 1974, l'autoroute en 1974 et l'autoroute aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Hein. Il y avait des bouteilles de bière, tu te rappelles que, je ne sais pas si tu as connu ça, mais le type il buvait sa bouteille de bière, il la balançait ça a priori c'est fini. Dans 90% des cas c'est terminé. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis. Mais justement, on peut aller beaucoup plus loin, d'autant plus que les orientations des politiques publiques européennes nous incitent à faire des efforts. Nous contraignent. Complètement. Et d'ailleurs, la France a eu, j'ai vécu ça, j'étais en Guadeloupe à l'ADEME, où le préfet me demandait de l'aide parce que l'Union européenne avait condamné la France parce que dans la région de Guadeloupe, il y avait trop de décharges sauvages. Non, ça rigole pas. Ce sont des pénalités, des amendes. Oui, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Que l'Union européenne. Et donc, de plus en plus, il y a des transcriptions de toute cette réglementation et législation européenne dans le droit français. Ensuite, il y a des déclinaisons dans les politiques publiques collectives et opérationnelles avec justement les programmes régionaux de prévention des déchets et de traitement des déchets. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il est la contribution, parce que la question il y a ça, il faut avoir accès à toute cette connaissance de la réglementation et des exigences qui en découlent. Par exemple, la loi de 2015 sur la transition écologique et la croissance verte, j'ai envie de dire, oriente le comportement des consommateurs pour avoir une réduction
de l'emballage et donc de recyclage des déchets d'emballage de 100% d'ici l'échéance 2025. Donc, on voit bien quand je dis effectivement il faut accélérer la cadence, et donc pour ça il faut qu'il y ait des ressources, à la fois pour porter le message et aussi pour aider sur la manière d'y arriver. Parce que tu as parfaitement raison, parce que il y a un point que nos amis hommes politiques ont complètement oublié, c'est qu'une de ces lois va les obliger, va leur interdire la possibilité d'acheter des véhicules thermiques dans les collectivités locales. Ils seront obligés d'avoir des véhicules électriques. Donc voilà, et tu as parfaitement raison, cette veille sur l'actualité législative réglementaire est fondamentale. Et justement, si on veut obtenir des changements de comportement de nos concitoyens consommateurs, il faut être en permanence sur la promotion justement de ces exigences et leur donner les moyens justement, effectivement, de pouvoir changer leur habitude de consommation et donc la façon de produire des déchets. Et cela, il faut effectivement que la communication et la sensibilisation s'inscrivent dans la durée. Alors, merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup de cette suggestion. Garde tes idées, parce que la dernière partie de l'émission, très rapidement, un mot chacun sur des solutions. Alors bon, l'idée c'est, vous avez probablement dans un petit coin de votre tête des innovations. Alors peut-être pour séduire les gens qui nous regardent et les jeunes, leur montrer qu'on n'est pas là que pour identifier des problématiques, mais il y a des solutions. Alors, il y a des solutions mises en pratique par tous les deux, Cédric et Mike, mais moi je me tourne vers Pascal. Pascal, est-ce que toi, tu tapes du poing sur la table en disant « mais c'est pas possible, quoi. Si je faisais un autre métier, voilà ce que j'aurais fait moi ». Est-ce que tu peux nous citer un exemple de choses évidentes à mettre en œuvre qui pourraient constituer une solution à toutes ces problématiques, enfin, à l'une d'entre elles? Moi, il y a une solution. Mais, alors, déjà, c'est vrai que j'ai pas du tout réfléchi à la question. Hein. Ouais. On me l'aurait. Mais à bout le bon point. Non, mais justement, moi, je vais penser. Imagine que tu sois dans un dîner ou un déjeuner familial du dimanche, et il y a un petit jeune qui t'interpelle. Non, moi, alors, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais en tout cas, c'est ma réponse. Ma réponse est la suivante, c'est que je pense qu'il faut qu'on adapte la formation à la réalité actuelle. C'est-à-dire que dans les universités, dans les grandes écoles, partout où on forme les jeunes, on a des formations qui sont encore trop classiques et qui ne répondent pas à la réalité que nous vivons actuellement. Il y a une révolution. Il y a vraiment une révolution à faire en matière de formation. Ouais. Il faut vraiment que la formation colle à la réalité. Par exemple, toi, dans ta formation, tu as un chapitre il y a quelque chose. Changement de paradigme, en fait. On change de position sur cette question du développement. Mais pas seulement sur la question du développement. Moi, je prends un exemple. Nous sommes sur une île. Ouais. Il n'y a pour l'instant, à ma connaissance, aucune formation autour sur les métiers de la mer, par exemple. Ça, c'est clair. Alors, certes, on forme des marins, techniciens, des spécialistes de réparation de moteurs de bateaux. Moi, je parle de métiers de la mer, je parle d'économie bleue. Nous sommes pourtant une île. Pourquoi? Messieurs les politiques, mesdames les politiques, notez. Ils ont déjà noté hydrogène. Hein, donc, Mais l'économie bleue, tout le monde en parle, sauf que pour l'instant, elle est au point mort. On ne forme personne sur l'économie bleue. Je veux quelque chose de... Concis. non seulement concis, parce que j'ai déjà ma petite lumière verte que vous allez identifier tout là-haut, mais quelque chose qui soit concret, une idée comme ça, histoire de faire venir des jeunes dans ces fameux ateliers qui servent de brainstorming, en fait d'unité de réflexion, de lieu de réflexion. Alors, je reviens à l'activité de l'économie circulaire. Alors ça, c'est une notion nouvelle que j'ai introduite. Fais attention, nouveau concept, économie circulaire. Alors tu t'es embarqué dans un truc, j'en ai au moins pour 10 minutes. Non, je vais résumer très simplement les choses. Aujourd'hui, on est dans un système économique qui est linéaire. On puise les ressources naturelles, on produit, on consomme, on jette. Ouais. L'idée, c'est de passer d'un cycle vertueux, circulaire, justement, qui consiste à réutiliser, donc, soit sous forme de valorisation matière, donc on réutilise la matière, soit sous forme de recyclage, les produits existants. Et donc, la ressource qu'on va générer. On prend une bouteille plastique, on l'utilise, on la transforme en petite bille, on refait une bouteille plastique, on la réutilise, etc. Exactement. Et ça peut effectivement... Et donc, justement, d'où l'idée de circulaire, parce qu'on est dans un cycle, donc on change le système. Et justement,
j'ai évoqué les différents flux de ressources et donc de produits que nous consommons. Et si chaque flux, donc chaque type de produit, on arrive à exploiter la ressource, alors pas forcément déchets, parce que l'idée c'est d'éviter que ce soit déchets, mais qu'on arrive à recycler et à valoriser, et notamment la valorisation matière, pour créer de la matière brute exploitable en vue justement. Alors justement les industriels sont certainement intéressés par justement cette optimisation de la ressource anti-déchets, j'ai envie de dire, pour justement produire des produits, et donc des biens de consommation qui n'existent pas encore. Fais attention à mon micro. Oui, voilà. Enfin, en clair, la première idée, c'est déjà d'identifier tous les déchets, entre guillemets, possibles, et de tracer une espèce de processus pour en faire de nouveaux produits. De nouveaux produits, parce qu'on aura justement créé de la ressource et de la matière. Ça, c'est un boulot pour les étudiants de Pascal. Complètement. Ouais. Stop. Et donc, il y a... Stop. Parce qu'il me faut quelques minutes pour rappeler tout le processus. Alors, je vous donne le numéro de téléphone. 06 96 89 58 57. Je vous donne, pour les plus branchés, l'adresse mail Martinique 36H, tout ça collé, arrobase, c'est le petit signe, gmail.com. Gmail, gmail.com. Avec ça, vous avez le moyen de contacter l'organisation de Martinique 36 heures pour demain, et vous pouvez aller voir, si vous avez un ordinateur et si vous êtes branché informatique, sur le site internet www.martinique36h.com. Voilà. Alors, messieurs, merci beaucoup de votre participation. Là, vraiment, cette émission s'achève. Merci de votre collaboration, merci de votre participation, merci de tous les apports que vous avez pu produire, à la fois pour nos téléspectateurs, mais également pour soutenir cette organisation. Donc, je rappelle que Martinique 36 heures pour demain, c'est un projet du professeur Aimé Charles Nicolas qui a pour objectif de dégager des pistes, je résume, de dégager des pistes de solutions pour le maximum de problématiques qui touchent au développement de notre île, notre situation, pour également le bien vivre ensemble. C'est un élément fondamental du projet. Et ce projet va se matérialiser au mois de septembre, 26-27, je crois, septembre. Mais vous aurez le temps, à travers ces émissions, d'en savoir un peu plus. Merci beaucoup, messieurs. Merci de votre participation. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à très bientôt. Prochain épisode dans quelques jours sur une thématique que vous découvrirez. En particulier, on va beaucoup parler de culture et d'éducation. À bientôt. À bientôt.